est-ce qu'il y a un stéréotype du chinois en France? C'est difficile, il y a plus facilement un stéréotype de l'américain. Ce qui peut exister là dans ces stéréotypes, c'est autre chose, c'est l'idée de l'exotisme. Quel est votre regard sur la situation en Europe? Comme les Britanniques sont pragmatiques, ils sortent de l'Europe, pourquoi? Parce qu'elle marche mal. L'Europe marche mal, pourquoi? Parce que les Britanniques la freinent. Si les Britanniques sortent de l'Europe, l'Europe ne sera plus freinée, elle marchera mieux. Et si elle marche mieux, bah, comme les Britanniques sont pragmatiques, ils y reviendront peut-être. La 13e université d'automne franco-sino-suisse, qui se tenait du 4 au 9 septembre à Shanghai, était consacrée cette année à la circulation culturelle entre l'Europe et la Chine. Depuis des temps très anciens, l'Europe et l'Asie sont des zones majeures de rayonnement culturel qui entretiennent des échanges politiques, économiques et culturels très étroits. De nombreux chercheurs essaient de déterminer l'impact de ces circulations culturelles historiques sur la coopération actuelle entre les deux continents. Robert Frank est professeur émérite à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de l'Europe et des relations internationales, il a été secrétaire général du Comité international des sciences historiques entre 2010 et 2015. Depuis 2007, Robert Frank participe régulièrement à l'Université d'automne. Rencontre a donc profité de sa présence à Shanghai pour l'interroger sur l'Université d'automne et sur sa conception des circulations internationales. Bonjour, Monsieur Robert Frank, bienvenue dans notre émission. Alors, pour cette université d'automne, le thème principal est les circulations internationales et vous avez prononcé le discours d'inauguration sur ce sujet. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment cette notion de circulation internationale diffère-t-elle de la notion que le public est peut-être plus familier avec comme échange international? Pourquoi le thème est important aujourd'hui? Oui, le terme de circulation s'est imposé depuis une quinzaine d'années. Bon, il ne remplace pas totalement le terme échange. On parle toujours d'échanges internationaux, d'échanges économiques, d'échanges commerciaux, d'échanges culturels. L'expression existe toujours. Mais c'est vrai que les spécialistes en sciences humaines, en histoire, aiment bien ce nouveau terme et cette nouvelle terminologie de circulation parce qu'elle évoque des phénomènes plus dynamiques, moins mécaniques, moins figés. C'est-à-dire et du coup, en particulier dans le domaine culturel, l'idée que les biens culturels, les pratiques sociales, les modes de vie circulent, ne sont pas forcément le produit d'échanges formels, mais simplement de circulation qui vont dans tous les sens. Donc il y a un peu cette idée. Et le mot échange, même s'il n'y a pas que les échanges bilatéraux, ça évoque beaucoup malgré tout les échanges entre deux pays ou entre deux continents. Alors que le terme de circulation montre que c'est plus compliqué, plus complexe. C'est pas seulement entre l'Europe et la Chine, c'est pas seulement entre la France et la Chine, c'est pas seulement entre la Chine et l'Amérique. Mais au-delà, c'est une circulation qui prend des voies diverses et selon des schémas beaucoup plus complexes que l'échange bilatéral. Et enfin, l'idée est que dans les échanges de biens, il n'y a pas toujours d'appropriation, de réappropriation des biens échangés, mais seulement un échange mécanique de biens. Un bien chinois qui arrive en France reste chinois, un bien français qui arrive en Chine reste français. Et souvent, dans le domaine culturel, non, c'est plus compliqué. Dans la notion de circulation, il y a une émission française ou chinoise et il y a une réception chinoise ou française. Et dans cette réception, il y a transformation. Il y a transformation linguistique, transformation, le mode de vie américain qui s'impose partout. Oui, il s'impose un peu partout, mais en même temps, chaque pays accommode à sa manière cette société de consommation à l'américaine. Et parfois même, les métamorphoses de l'américanisation en Europe, en Asie, reviennent en Amérique et échangent le mode de vie américain. Donc c'est une perpétuelle circulation. Et c'est ce côté plus dynamique que le mot circulation implique et suggère beaucoup plus que le mot échange.
C'est-à-dire que dans cette notion, il n'y a pas vraiment notion de dominer, dominant, c'est-à-dire tous les partis égaux. Est-ce que ça veut dire cela? Malheureusement, pas tout à fait. Il y a toujours des échanges inégaux. Hein. Mais la notion de circulation montre que même s'il y a échange inégal, ou s'il y a des échanges inégaux, il est certain que les dominants sont aussi influencés par les dominés. Bien sûr, les dominés sont forcément influencés par les dominants. Ça, c'est une évidence. Mais il y a un effet retour. Hein. Justement, on prend un exemple bien connu de l'Empire romain. Il y a un exposé sur l'Empire romain. On dit souvent que les Romains vainqueurs ont emprunté énormément à la Grèce vaincue. Ah oui. Hein, voilà, donc bon, on pourrait le dire. De la même façon, Gengis Khan est mongol. Je ne me trompe pas, il n'est pas chinois à l'origine. Il conquiert la Chine. Son fils Kubilai lui succède, il est empereur de Chine. Mais ce sont ces vainqueurs qui sont sinisés, qui deviennent complètement chinois, qui empruntent la culture. Il peut y avoir un effet d'osmose entre culture mongole et chinoise, mais l'essentiel sera la culture chinoise, beaucoup plus que la culture mongole. Donc vous voyez comment, bien sûr qu'il peut y avoir des rapports de dominants-dominés, mais ou bien ils sont oubliés, ou bien ils disparaissent, ou s'ils ne disparaissent pas, il y a malgré tout influence aussi du dominé sur le dominant. Vous êtes plus spécialiste en Europe aussi et vous avez aussi commenté sur l'avenir de l'Europe en 2007 et dans beaucoup d'autres occasions pendant l'université d'Automne. Quel est votre regard sur la situation en Europe actuellement? Comment voyez-vous la crise idéologique est créée par certains analystes? Ben, il est certain que l'Europe connaît une crise qui paraît profonde, si vous voulez. Et d'une part, certains pays européens sont en crise. Bon, bien sûr, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France dans une grande mesure. Mais en même temps, il y a la crise de la construction européenne elle-même. La construction européenne a fait beaucoup d'avancées. Depuis 1957, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, 60 ans même, par cette année, mais depuis je dirais, une dizaine d'années ou une douzaine d'années, en particulier après 2005, avec l'échec du référendum aux Pays-Bas et en France, par rapport au traité constitutionnel, c'est significatif d'une véritable crise. Il n'y a plus beaucoup d'avancées de l'Europe. Le Brexit est peut-être un signe de cette crise. Comment pour la première fois, un pays membre décide de sortir de l'Union européenne. Ça montre cette crise. C'est un choc pour vous, les chercheurs aussi, le Brexit. Oui, c'est un choc de cette manière. Alors, cette crise, comment s'explique-t-elle? Il y a une crise peut-être encore plus grave derrière tout ça. Et je crois que là aussi, il faut faire appel à l'histoire et au long terme. Si vous voulez, dans une certaine mesure, depuis que l'Europe a dominé le monde, depuis le XVIe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc pendant 450 ans, l'Europe se voyait grande, l'Europe avait un avenir. Depuis 50 ans, 60 ans, l'Europe ne domine plus le monde. Et tant mieux, et heureusement. C'est dans ce contexte que les Européens ont décidé de s'unir et de faire cette construction européenne. Mais depuis les années 70, pour toute une série de crises culturelles et idéologiques, économiques aussi, avec le chômage massif, beaucoup d'Européens n'arrivent pas à voir clairement l'avenir. Et ça, c'est la première fois depuis 4 siècles. D'une certaine manière, c'est les Européens qui ont inventé la notion de progrès, donc d'avenir. Et depuis les années 70, 80, il y a un peu cette crise de l'avenir. Le chômage, l'idée pour la première fois depuis 300 ans, 400 ans, que peut-être nos enfants ne vivront pas mieux que nous. Donc la négation du progrès, la négation de l'avenir. Aujourd'hui, on est encore là. C'est pas forcément exact, parce que les enfants, même s'il y a plus de chômage, ils vivent peut-être mieux. Mais dans la tête des gens, voilà, il y a cette crise. La crise des idéologies qui proposaient un avenir radieux. Hein, la crise du marxisme, la crise du communisme, etc. Donc, voilà.
Il n'y a pas quand vous comparez l'Europe et la Chine, c'est évident. Les Chinois envisagent l'avenir, imaginent l'avenir. Pour eux, c'est automatique que l'avenir sera meilleur. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Peu importe. Mais c'est ce qu'ils croient. Et à la limite, c'est ce qui compte, ce qui fera que le progrès sera peut-être réel. En Europe, on y a cru pendant 300 ans, 400 ans, on y croit moins maintenant. Et ça, je crois que cette crise épistémologique presque, hein, de crise de l'avenir, et à partir des années 70-80, on n'en est pas vraiment sorti. Tout ça explique un petit peu la crise. Alors, est-ce que ça peut s'améliorer? J'en sais rien. Mais paradoxalement, le Brexit, c'est à la fois une catastrophe et une chance. C'est-à-dire? Il est évident que la vision britannique de l'Europe était différente de la vision des autres Européens, de l'Union européenne. Beaucoup plus nationale, beaucoup plus frileuse, et beaucoup d'avancées de l'Europe ne se faisaient pas parce que les Britanniques avaient peur de cette avancée. Ils n'étaient pas les seuls. Hein, il y avait peut-être les Polonais, les Hongrois, etc. Mais c'est vrai que ça peut être une chance pour l'Union européenne d'avancer plus vite sans la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne pouvait être un boulet, hein, elle pouvait freiner beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on peut presque être optimiste, comme les Britanniques sont pragmatiques, ils sortent de l'Europe, pourquoi? Parce qu'elle marche mal. L'Europe marche mal, pourquoi? Parce que les Britanniques la freinent. Si les Britanniques sortent de l'Europe, l'Europe ne sera plus freinée, elle marchera mieux. Et si elle marche mieux, bah, comme les Britanniques sont pragmatiques, ils y reviendront peut-être. Dans 20 ans ou 30 ans. Ça pourrait être une vision très intéressante des historiens de voir de loin qu'est-ce qui va se passer. Vous faites aussi des recherches sur la diplomatie française. Donc, pour la relation entre la France et la Chine, comment a évolué la relation avec la Chine dans la diplomatie française? Bien, on le sait, c'est important à partir de 1964. Puisque c'est en pleine guerre du Vietnam d'ailleurs, hein, que le général de Gaulle, à l'encontre de ce que voulaient les Américains, a reconnu la Chine populaire, la République populaire de Chine. Hein. Et à partir donc de là, il y a entre la France et la Chine des relations privilégiées, puisque c'était le seul ou presque pays occidentale qui avait reconnu la Chine. Alors, comme la France n'est pas une grande puissance, comme la France n'est pas encore moins une superpuissance, c'est vrai que ces relations étaient un peu politiques, mais ce qui a pesé surtout, c'est les relations économiques et surtout les relations culturelles. Et là, en plus, bon, entre les deux pays, il y avait beaucoup d'échanges culturels, possibles. Donc voilà, c'est donc une relation qui est ancrée depuis longtemps. Quand on parle de la Chine, de la République populaire de Chine et la France. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la volonté de la Chine de s'ouvrir au monde est plus large que la volonté, je ne sais pas, en Occident de s'ouvrir à la Chine, de voir comment se passe en Chine? C'est difficile à répondre. Je peux me tromper. J'ai l'impression que pour l'instant, oui. Je crois que la Chine s'ouvre plus au monde que le monde s'ouvre à la Chine. Mais je viens de le dire, le monde quand même de plus en plus s'ouvre à la Chine, même si c'est encore modeste, hein, même si c'est encore modeste. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience. Je prendrai un exemple, les langues. L'apprentissage des langues en France. Bon, évidemment, la langue la plus étudiée en France, la langue étrangère la plus étudiée en France, c'est l'anglais. L'allemand est en chute libre. Pourtant, c'est le pays voisin. Pourtant, c'est le pays avec lequel la France a des relations privilégiées, y compris pour construire l'Europe. Le russe se maintient, hein, l'apprentissage du russe. Mais l'arabe aussi se maintient un peu, mais la langue qui fait le plus de progrès en France dans l'apprentissage des langues, c'est le chinois. Comme si beaucoup de familles se rendaient compte que la Chine, c'est l'avenir, que dans tous les domaines de la vie culturelle, économique, financier,
il serait bon de parler chinois. Pourquoi? C'est pas seulement, si j'ose dire, pour les beaux yeux de la Chine, c'est pas seulement par admiration pour la Chine, peut-être, c'est aussi par intérêt. C'est-à-dire, quel est le gros problème pour une famille, pour ces jeunes, c'est que le jeune trouve un emploi, ne pas être au chômage. Et l'apprentissage du chinois peut être un bon outil pour ne pas être au chômage, parce que précisément, comme les échanges avec la Chine se multiplient, il y aura toujours du travail pour ceux qui peuvent parler chinois. Donc, vous voyez, rien que ça, par le biais de la langue, forcément, l'ouverture sur la Chine est obligée de s'élargir. Et vous avez écrit sur des stéréotypes. Je voudrais savoir que pensez-vous l'influence de stéréotypes sur l'histoire des relations internationales et puisque vous êtes dans le cercle de recherche de l'histoire en France, est-ce qu'il y a aussi des stéréotypes concernant la Chine ou bien la France dans la recherche? Oui, bien sûr. Le poids des stéréotypes dans les relations internationales sont importantes, sont intéressantes. Et sont intéressantes parce que le mot stéréotype est un mot plutôt péjoratif, puisque c'est une simplification de la réalité, et une simplification qui fausse la réalité et qui est parfois caricaturale. Hein. Bon. Ça, c'est le côté négatif du stéréotype, bien sûr. Mais il y a le côté positif, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le stéréotype, même s'il est un peu faux, il fait connaître. Même s'il est un peu faux, il simplifie et permet de connaître plus facilement. Et je dirais même que le stéréotype a un autre avantage, même s'il a beaucoup d'inconvénients, c'est que souvent on sait que c'est un stéréotype. On a conscience que c'est un stéréotype, on a conscience que ça simplifie. Donc ça donne place à l'humour, à la comédie. Hein. Donc parfois le stéréotype, on sait que c'est un stéréotype, donc on va montrer le chinois de façon stéréotypée et caricaturale en France, ou on va montrer le français d'une façon caricaturale en Chine, romantique, etc. etc. Mais on le sait que le français n'est pas que ça, ou que le chinois n'est pas que ça. Mais ça permet précisément une circulation, ça permet le dialogue, et ça permet d'en rire parfois. Bon. Alors bien sûr le stéréotype a aussi ces inconvénients qui sont majeurs, parce que parfois le stéréotype peut créer de la méfiance et parfois, pourquoi pas, de la haine. Si on croit au stéréotype, bon, évidemment, on pourra croire à la haine. Alors, est-ce qu'il y a un stéréotype du chinois en France? C'est difficile. Il y a plus facilement un stéréotype de l'américain en France, de l'anglais en France, de l'italien. C'est plus facile de stéréotyper ceux avec qui on a beaucoup de points communs sur le plan culturel, que le stéréotype de gens plus... Par exemple, le stéréotype des Américains, c'est quoi? Oh, ben, les Américains sont lourdeaux, toujours si on ne dit pas, ils ne sont pas très intelligents, ils manquent de finesse, etc. Et les Britanniques? Les Britanniques sont guindés, sont très individualistes, voilà les stéréotypes qui peuvent exister. Le stéréotype chinois, c'est un peu difficile à dire. Et surtout, les stéréotypes ont certainement changé. Hein, je veux dire, ce qui peut exister là dans ces stéréotypes, c'est autre chose, c'est l'idée de l'exotisme. Plus la civilisation est éloignée, plus elle semble extérieure, exotique, donc on va prendre quelques points particuliers justement de la cuisine chinoise. Mais dans cet exotisme, il y a aussi une volonté comment dirais-je, de mieux se comprendre soi en prenant un exemple très lointain. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de stéréotypes pour la Chine, c'est plutôt exotisme, comme vous dites. Parce que quand vous évoquez le stéréotype concernant les Américains ou les Anglais, c'est que vous les connaissez très bien, donc vous pouvez en dégager des stéréotypes. C'est ça, plus facilement. Oui. Oui, c'est peut-être, vous avez raison, le paradoxe est là. Le stéréotype en principe simplifie, falsifie, mais on a plus facilement des stéréotypes avec des gens qu'on connaît bien. Oui. Il faut d'abord on connaît profondément. C'est plus facile de falsifier des gens qu'on connaît bien que de falsifier des gens qu'on connaît moins bien. Je crois qu'on a fait beaucoup de recherches en histoire des images, influencées par les sociologues. C'est l'idée qu'une image est toujours ambivalente. C'est-à-dire que derrière l'image négative de l'autre, l'image positive n'est pas loin. Derrière l'image positive de l'autre,
l'image négative n'est pas loin. Mais est-ce que c'est parce que la Chine est très diverse Je prends un exemple. Oui. C'est quoi un anglophobe en France? C'est quelqu'un qui n'aime pas les Anglais. Sauf que l'anglophobe a aussi des sentiments anglophiles. Un anglophobe, c'est quelqu'un chez qui les sentiments négatifs l'emportent sur les sentiments positifs. Mais les sentiments positifs existent. Hein, et à l'inverse aussi, l'anglophile, c'est quelqu'un chez qui les sentiments positifs l'emportent sur les sentiments négatifs. Mais il puise dans l'imaginaire national les mêmes stéréotypes et il en fait lui-même son propre mélange. Il puise dans l'imaginaire national français par rapport à l'anglais, à la fois les images positives et les images négatives, il les mélange. Et dans sa chimie individuelle, il y a une majorité dans un sens ou la majorité dans l'autre. Mais est-ce que c'est parce que la Chine est très diverse? Par exemple, la Chine a la population très grande et puis même au sein de la Chine, les gens du Sud sont très différents des gens du Nord, donc c'est très Mais ça, les difficile Français de ne savent pas. C'est quoi la cuisine chinoise pour un Français? C'est la cuisine cantonaise. Oui. Voilà. Parce que les restaurants chinois, c'est la cuisine cantonaise. Donc il faut venir en Chine pour s'apercevoir que la cuisine cantonaise est une cuisine importante. Oui. Importante. Mais qu'il y a d'autres cuisines, hein. Il y a des grandes familles de cuisine. Et ça, les Français ne connaissent pas les autres familles de cuisine. Il faut venir en Chine pour le savoir. Donc vous voyez, parfois, il y a aussi le hasard ou commercial ou culturel qui fait que dans cette circulation, c'est la cuisine cantonaise qui l'a emporté en France et peut-être en Occident sur les autres cuisines chinoises. Donc vous voyez, là aussi le stéréotype, ce sera ça, c'est le riz cantonais par rapport à d'autres choses. Mais dans le domaine académique, vous êtes venu en Chine aussi avec des contacts avec les chercheurs chinois. Donc quels sont les aspects de la France qui intéressent particulièrement les chercheurs chinois aujourd'hui et inversement, quels sont les aspects de la Chine qui intéressent particulièrement les chercheurs français aujourd'hui? Alors je pourrais plus facilement répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire, parce que je viens en Chine et je vois ce qui intéresse les Chinois, c'est certainement... Ah, vous parlez de l'histoire, de l'historiographie, c'est ça? Ou de la culture française en général? L'historiographie plutôt? Oui, historiographie. C'est vrai que je crois que les chercheurs chinois ont l'air très intéressés par ce qui est fait en France, justement, à la croisée des différentes disciplines historiques. C'est-à-dire la croisée, justement, comme on le fait, entre l'histoire culturelle, l'histoire politique, l'histoire des relations internationales, et comment ces croisements peuvent donner un sujet comme sur les circulations internationales. Je crois que ce croisement intéresse beaucoup. Je crois que ce qui intéresse aussi les Chinois, on l'a vu à d'autres occasions, c'est aussi l'aspect régional européen, c'est-à-dire la construction européenne. Dans l'autre sens, là je ne suis pas sinologue, donc je ne peux pas parler à la place des historiens de la Chine, mais je crois qu'il y a évidemment plusieurs fascinations. La fascination pour le processus de sinisation, comment l'Empire chinois s'est politiquement, culturellement formé, hein, et également dans toute l'histoire culturelle de la Chine, l'histoire littéraire de la Chine, je crois que ça intéresse beaucoup. Et bien sûr, pour le XXe siècle, comment l'évolution de la Chine communiste, qui est une évolution très, très, très intéressante et dans beaucoup de domaines, et seulement ce qui intéresse beaucoup d'historiens, c'est bien sûr la politique extérieure de la Chine, comment depuis disons 1978, depuis Deng Xiaoping, la politique extérieure de la Chine et le rapport de la Chine au monde s'est complètement transformé. Et on sait que vous avez participé à cette université d'automne il y a longtemps. Et comment voyez-vous cette initiative et le rôle cette université a joué dans les échanges académiques entre la Chine et la France, ou bien plus largement dans les échanges culturels ou circulation? Oui. J'aurais beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que cette université d'automne est une très très grande réussite, hein, et que tous ceux qui ont été à l'origine de cette initiative ont vraiment fait une œuvre fantastique. Duan Mumei, Maurice Aymar, Hugues Tertrais, Fao Chengli et d'autres, je ne peux pas citer tout le monde, et je crois que ça a vraiment des effets positifs. Je vois d'abord l'effet positif pour les Français, les Suisses et les Européens qui viennent. Pour beaucoup, souvent, c'est la première fois qu'ils viennent en Chine. Rien que ça, hein, de découvrir la Chine. Alors après, ils viennent plusieurs fois,
parce qu'une fois ne suffit jamais. Il faut qu'ils se rendent compte que les gens du Sud voilà, sont différents des gens. Par exemple, voilà, et puis il faut qu'ils viennent souvent, etc. Mais rien que ça, je crois que c'est important parce que voir la Chine, c'est voir le monde autrement. Il faut sortir de son propre monde. Donc ça, c'est très, très, très important. Ensuite, il y a l'enseignement des Européens en Chine, on a toujours remarqué qu'il y a une soif chez les chercheurs chinois, chez les étudiants chinois, de savoir comment l'historiographie européenne ou occidentale ou américaine fonctionne. Ce que je dirais, c'est que comme cette expérience dure depuis 2004, ça va faire 13 ans, et je l'ai dit ce matin, je crois que dans la circulation culturelle, il ne faut pas que ça soit unidirectionnel. Il faut que ça soit un échange complet. Et c'est peut-être dommage que dans l'université d'Automne, il y ait surtout des intervenants français, suisses ou autres qui interviennent, et que les chercheurs chinois interviennent seulement dans la discussion ou dans les ateliers. Je crois qu'il faudrait que l'échange soit complet et que dans les cours qui sont donnés, il y ait aussi des cours donnés par des chercheurs chinois. Il y a par exemple des jeunes chercheurs chinois qui ont fait des thèses intéressantes, précisément sur les circulations, sur les missionnaires jésuites en Chine, etc. Enfin, donc, qui ont une vision intéressante, et ça nous apporterait à nous, Européens, beaucoup. Puisque, évidemment, nos ignorances, non seulement sur l'histoire de la Chine, mais même sur la façon dont la Chine s'est ouverte au monde au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, etc., nous savons peu de choses, nous sommes assez ignorants, et là, il faudrait qu'il y ait plus de réciprocité. En tout cas, c'est mon jugement personnel pour l'avenir. La dernière question, puisque vous participez souvent au choix aussi du thème, et ces 10 dernières années, chaque année, on a pris un thème différent pour l'Université d'Automne. Et comment ces thèmes ont-ils reflété l'évolution de la donne internationale pendant ces 10 dernières années? Je crois que le choix des thèmes, c'est lié à la fois peut-être à l'actualité, c'est lié aussi à l'actualité internationale, pourquoi pas politique. C'est vrai, par exemple, en 2007, a été proposé pour l'année 2007-2008, le thème a duré 2 ans, l'Europe et l'approche régionale. Parce que c'était 2 ans après le référendum 2005, c'était l'année 2007, le traité de Lisbonne, donc, qui reprenait certaines idées, c'était le 50e anniversaire du traité de Rome, donc il y avait cette actualité qui faisait que l'Europe était un peu au centre et que ça intéressait les chercheurs chinois. Mais il n'y a pas seulement l'actualité internationale qui compte, il y a aussi l'actualité, je dirais, scientifique, hein, c'est-à-dire l'évolution des approches. Et précisément, il y a eu, je crois, après, comme thème la ville, la croissance urbaine, et c'était à la fois, c'est lié au fait que l'histoire urbaine a fait beaucoup d'avancées, hein, qu'il y a de plus en plus de recherches sur la recherche de l'histoire des villes, et donc ça intéressait aussi les historiens chinois de connaître un peu ces avancées. Ça tombait bien parce que 2010, c'est 2009 ou 2010, c'était la grande exposition universelle de Shanghai. Hein, donc on était à Shanghai et voilà, donc c'était tout à fait dans l'actualité aussi de l'histoire d'une ville, hein, celle de Shanghai qui était un peu la capitale du monde pendant quelques mois, pendant l'exposition universelle. Donc voilà, il y a à la fois l'actualité internationale et l'actualité scientifique ou historiographique qui peut présider à ce choix. Et ce choix se fait entre chercheurs chinois et européens. Souvent, il y a du brainstorming, il se fait une réunion, et il y a une idée qui jaillit et qui plaît à tout le monde, et le choix se fait ainsi. Je vous remercie, M. Robert Frank, d'avoir participé à notre émission et partagé des points de vue très intéressants avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci.